Tu te rappelles d'Ahsoka Tano? Ouais. Selon toute vraisemblance, c'est un personnage que je devrais détester. Bon, pourquoi? Bah parce que c'est une Marissou. Quoi, on va pas devoir réexpliquer ce que c'est qu'une Marissou quand même. Le concept est suffisamment éculé maintenant. La pédagogie est une affaire de répétition. Réexplique donc, histoire qu'on accorde tous nos violons. Bah, une Marissou, ou un Garissou au masculin, c'est un personnage aux qualités extraordinaires, trop extraordinaires, extraordinaire à la limite de la crédibilité, ou même parfois au-delà de cette limite. Tellement extraordinaire que l'univers dans lequel ce personnage est intégré est obligé de se déconstruire pour pouvoir lui faire de la place. En général, c'est très énervant parce que du coup, les codes qui avaient été installés avant l'arrivée de ce personnage changent uniquement pour lui permettre d'exister et d'être génial, et qu'il est impossible de faire quoi que ce soit dans l'histoire qui ne tourne pas autour de lui. Dans les cas les plus extrêmes, ce personnage est introduit dès le début et l'univers n'arrive quand même pas à se structurer autour de lui. Et comme Ahsoka a été intégrée à l'univers de Star Wars, que tu adules et adores, Oh, ça va. et qu'en effet sa présence remet en question pas mal des certitudes qu'on pouvait avoir sur cet univers, tu devrais la détester. Oui, mais non. Et pourquoi? Dur à déterminer. Son introduction dans Star Wars, The Clone Wars, et la façon dont ça a été mis en scène fait que ce personnage ne m'insupporte pas. C'est bien un personnage aux qualités exagérées, l'univers est bien obligé de se déconstruire pour l'accueillir, mais la série est sur elle, donc cette déconstruction se fait de la bonne façon, d'une façon qui ne remet pas en question mon rapport affectif à l'univers. Sans compter qu'au final, un Jedi c'est un Garristou professionnel. Le chancelier les envoie lorsqu'une situation est tellement inextricable que le seul moyen de la résoudre est de faire bugger la réalité, comme le fait une Marissou. Ahsoka, en ce sens, remplit très bien son rôle de Jedi. Malgré tout, c'est très dur de déterminer pourquoi et en quoi ce genre de personnage, qui devrait faire s'effondrer la série à laquelle il appartient, par sa façon d'être construit, l'a fait fonctionner au contraire et marcher vers les nues. En soi, introduire dans sa fiction un personnage trop génial pour être crédible, c'est casse-pied. Il vaut mieux éviter parce qu'il y a très peu de chances que ça fasse autre chose que planter l'histoire. Pour autant, il y a des exceptions qui sont d'autant plus remarquables qu'on a vraiment du mal à déterminer en quoi elles sont des exceptions. Et pour percer ce mystère, nous avons décidé de relever les disques qui nous paraissaient les plus marquants afin d'observer les mécanismes qui font que, dans ces cas-ci, ça fonctionne. Pour vous, en exclusivité en ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne, voici notre top 10 des personnages trop formidables pour être vrais qui devraient faire échouer leur histoire mais sont au contraire ceux grâce auxquels elles fonctionnent. Marissou numéro 10, Edouard et Alphonse Elric ainsi que leur professeur Izumi dans FMA 2003. Ah mais non, dès le premier exemple tu triches 3 à la fois. Je triche pas, c'est 3 fois la même recette. Un personnage aux compétences qu'on peut rendre illimitées par le fait qu'elles lui viennent d'un pacte avec le diable, rien que ça. Par contre, foncièrement bon le personnage. Le pacte a été fait non pas par renoncement au bien, mais par une certaine naïveté alimentée par le désespoir qui lui faisait voir ce pacte comme la seule issue possible. Ouais, le coup de la porte ça peut justifier leur badassitude en alchimie, mais pas dans le reste des domaines. Ils sont aussi de vrais ninjas, leur dextérité dans les arts martiaux défie toute probabilité, surtout quand on pense que l'une a perdu ses organes, l'autre son bras et sa jambe, et le troisième son corps entier. Il semblerait qu'il y ait un lien étroit entre l'alchimie et les arts martiaux, tous les alchimistes les pratiquent. Bon, les mouvements sont impressionnants pour nous, mais ils doivent paraître beaucoup moins impressionnants à des petits japonais habitués à pratiquer ces sports à l'école, ou en tout cas de manière plus fréquente que nous. Quoi qu'il en soit, le fait qu'ils soient de vrais athlètes alors qu'ils sont infirmes n'enlève rien à l'aspect Marissou de ces personnages. Pour comprendre ce qui les empêche d'être exaspérants de perfection, on va se concentrer sur Izumi. Parce qu'Idéal peuvent être sauvés par le fait d'être les héros de la série, pas Izumi. L'avantage des personnages de FMA, c'est qu'on les a refaits et mal, du coup on peut comparer les bonnes et mauvaises versions. Dans FMA Brotherhood, Izumi est effectivement insupportable à ce point. Sa manière de clamer à tout va qu'elle est une simple femme au foyer, tout en assommant à elle toute seule une armée entière, est peut-être drôle la première fois, la deuxième fois, mais au bout de la 100e c'est lourd. Après, c'est sans doute le contexte qui fait ça. Oui, clairement. L'univers de FMA 2003 est un univers dont seuls des Garristou peuvent affronter la complexité, les enjeux, la cruauté. D'ailleurs, ils sont seuls pour l'affronter parce que la majorité des habitants de cet univers sont enfermés dans un déni et un aveuglement au-delà de toute rédemption. Donc il vaut mieux qu'ils soient assez compétents pour s'en sortir tout seuls. Sans compter que les manigances de la méchante font que les super vilains poussent comme des champignons dans le moindre petit village, ce qui fait que le moindre médecin de quartier a toutes les chances d'être en fait un savant fou qui fait mourir la population à petit feu et dans d'atroces souffrances pour parvenir à ses fins. Y a pas ça dans FMA Brotherhood. Toute considération d'esthétique et de sérieux mis à part, l'univers de FMA Brotherhood est un univers où des gens ordinaires peuvent survivre, et où d'ailleurs ils survivent en se serrant les coudes. Demander l'aide d'autrui est tout à fait envisageable dans cet univers-là. Être une Marissou n'a absolument plus rien de nécessaire à la survie. Un univers assez compliqué pour que la Marissou y reprenne une place normale en dépit de toutes ses compétences. Oui, ça peut marcher. Quoi d'autre? Garristou numéro 9, Batman. Attention, celui de Batman, la série animée. Il est quand même sensiblement différent du Batman des comics et même du Batman des nouvelles aventures. Vous me comprenez quand je dis qu'il était bizarre? Il sourit. Tu veux dire moins caricatural dans le genre sombre et pessimiste?
pas seulement, mais il y a de ça. Je dirais que la principale chose qui fait que ce personnage marche, c'est que malgré le caractère improbable de ses performances quand on songe à ce qu'il est humainement possible d'accomplir, surtout avec une hygiène de vie aussi catastrophique, on croit à ce personnage. Mieux, on l'a tous déjà rencontré. On a tous eu dans notre entourage une de ces mères Teresa qui s'investissait corps et âme dans une cause à laquelle elle croyait, négligeant sa famille et ses amis pour elle, avec une obsession qui touchait presque à la névrose. On a tous rencontré un de ces staccanovistes incapables de s'arrêter, pour qui seul son travail existe et qui ne parvient pas à y renoncer, même pour sa propre santé. Je croyais que monsieur en avait fini pour aujourd'hui. Pas encore. On a tous connu un de ces empathiques maladifs, incapables de rester indifférents face à la détresse du monde. Que chaque injustice, chaque dysfonctionnement, chaque incident du monde autour concernait personnellement, archi-personnellement. Ça ne s'arrête pas là. Non seulement le Batman de la série animée ressemble à toutes ces personnes du monde réel, réagit comme elles réagissent et ressent les choses comme elles les ressentent, mais, vivant le même genre de névrose, conscient qu'il n'en guérira jamais, il a choisi d'utiliser cette névrose de telle manière qu'elle fasse plus de bien que de mal autour de lui. Exactement, Gary Stu, il l'est certainement notre Batman. Il sait tout faire. Il est toujours au top, et ce, malgré la fatigue, les doutes et le fait qu'il ne mange et ne dort jamais. Mais son extrême compétence ne nous empêche pas de trouver le personnage crédible. Parce que son caractère, lui, ressemble au profil psychologique de gens qu'on peut observer dans le monde réel. En fait, il est ce que ces gens peuvent être de mieux. Il est la promesse à ces gens que leur névrose, à défaut de leur apporter le bonheur, peut l'apporter à beaucoup d'autres. Vous voyez, cette place du classement aurait pu être occupée par Raon. Voilà un Gary Stu comme on n'en fait plus, extraordinairement intelligent dans un contexte qui ne se prête pas au développement de l'intelligence, et en plus sportif, musclé et fort, et ce, d'une manière suffisamment crédible scénaristiquement pour qu'on adhère au personnage, et qu'on le trouve malgré tout humain, pas comme Superman ou un autre dieu du genre. Sauf que Raon est bien dans sa peau. Il n'a aucune raison de passer du côté obscur. Il n'a aucune raison de laisser tomber sa quête personnelle. Il n'a aucune raison de vouloir arrêter d'être au top tout le temps. Parce qu'être au top n'est pas un effort pour lui, il est tout simplement épanoui. Parce que toujours à la recherche de nouvelles découvertes pour affiner son intelligence et de nouvelles épreuves physiques pour affiner son endurance. La quête personnelle de Batman ne lui procure aucun épanouissement. La quête personnelle de Batman le ronge. Il adorerait y renoncer. Il adorerait que son rôle soit endossé par quelqu'un d'autre. Il adorerait ne plus avoir besoin d'être Batman. Il est de plus bien conscient de la vanité de son travail de super-héros. Je viens ici tous les ans. Et chaque fois, je me demande si ce sera la dernière. Si je ne ferais pas mieux d'oublier le passé, de me résoudre à mener une vie normale. Le philosophe Santayana dit que celui qui oublie le passé est condamné à le répéter sans fin. Il a aussi dit qu'un fanatique est quelqu'un qui s'active d'autant plus qu'il a perdu de vue le but qu'il s'était donné. Mais il ne renonce jamais. Parce que Gotham City a besoin de Batman. Peut-être aussi parce que s'il n'était pas Batman, il risquerait de devenir un Bruce Wayne dépressif et nocif. Batman est sa solution pour empêcher son traumatisme d'avoir des conséquences négatives sur ceux qui partagent sa ville et sa vie. En outre, son extrême compétence est justifiée scénaristiquement. Il s'entraîne depuis ses 8 ans à être le meilleur en tout et il a l'argent qu'il faut pour accéder aux meilleurs enseignements. Bon, ça ne fait pas tout, mais ça aide à y croire. C'est aussi ça qui fait que ça marche, l'exagération ne vient pas du scénariste, elle vient du personnage lui-même. Le traumatisme qu'il a vécu étant enfant l'a poussé à exacerber son potentiel et à ne s'accorder aucun repos. Et ça aussi c'est une situation familière au spectateur, le traumatisme, les événements dans la vie qui nous marquent si durement qu'on a l'impression de ne pas pouvoir s'en relever. Batman nous explique que, quitte à ne pas pouvoir s'en relever, autant investir cette douleur dans quelque chose de constructif, histoire qu'au moins ça serve à quelque chose. L'exagération peut passer si on part de situations que le spectateur a rencontrées dans sa vraie vie et qu'on les sublime sans s'éloigner de ce qu'il est défini à la base. Ensuite, Marisu numéro 8, Sabrina dans Max et compagnie. Remarque, j'aurais pu citer la princesse Sarah, c'est exactement la même. ça, elles ont exactement la même tête. Restons sur Sabrina, dont le rôle est d'être une Marisu au sens plus ou moins négatif du terme. A l'instar de Batman, elle sait absolument tout faire à la perfection. Se battre, travailler dans un bar, avoir de bonnes notes en classe, écrire des poèmes, faire du surf, faire de la moto, faire du skate, faire du tennis, danser, jouer la comédie, relooker sa meilleure amie, s'occuper des enfants, nager, jouer du saxophone, jouer du piano en produisant un son de saxophone. Et compter les marches d'un escalier. Ça, on le saura jamais. Bref, au top constamment elle aussi. Et elle n'a pas l'excuse de s'être entraînée depuis ses 8 ans, elle. Elle est juste... comme ça.
parfaite. Les arts martiaux passent encore. C'est un animé japonais, et comme on a déjà dit, les japonais pratiquent les arts martiaux en gym à l'école dans les cours de récréation. La moto, le skate, le surf, ok, les gens bons en sport, j'y crois. Arriver en plus à être une virtuose dans un instrument, bon, il y a des gens doués, hein. Mais arriver à avoir les meilleures notes alors qu'elle sèche l'essentiel de ses cours, là j'ai plus de mal. Ce n'est pas très brillant, les 3/4 des problèmes sont faux. Et pourtant ce personnage fonctionne, on ne hausse pas le sourcil d'exaspération chaque fois qu'elle fait la démonstration d'un nouveau de ses talents, on partage la fascination du héros pour elle. Pourquoi? Parce que le boulot d'être exaspéré par ses trop grandes compétences est déjà fait. Par les autres personnages. Sabrina est rejetée par son propre univers. Trop douée, trop différente, trop parfaite, elle n'arrive pas à s'intégrer au milieu des gens ordinaires, qu'elle écrase trop par sa perfection. Si elle pouvait choisir, d'ailleurs, elle préférerait sans doute être moins parfaite, être plus normale, mais elle est comme ça. Son talent est plus un handicap qu'autre chose pour elle. Le résultat c'est que le héros va l'aimer malgré sa perfection et non pas pour sa perfection. D'ailleurs elle le séduit en faisant sa seule erreur de toute la série parce qu'elle se trompe en comptant les marches. Ça, on le saura jamais. Quoi d'autre? Garistu numéro 7, Ryo dans Digimon. Ça, c'est franchement pas banal. Les pérégrinations du groupe de personnages qui les amènent à croiser un personnage qui vit sa propre histoire de son côté, qui a l'air vachement intéressante et pleine d'action, mais qu'on ne nous racontera pas cette fois. Et peut-être même pas du tout. Un peu comme Luigi dans Paper Mario. Et heureusement que son histoire ne nous est pas racontée parce qu'elle n'a rien à voir avec celle des protagonistes qui vaut déjà son pesant d'or et que nous suivons avec passion depuis une vingtaine d'épisodes. Vraiment pas besoin d'une digression pour raconter comment Ryo a vaincu Millenniumon. Ou même qu'il a vaincu Millenniumon d'ailleurs. C'est l'histoire de Takato et Guilmon qu'on veut entendre. Et de fait c'est celle-là qu'on entend. Le personnage très badass que Takato croise est juste un allié potentiel puissant qui s'occupe de ses propres affaires en attendant que les personnages principaux le mobilisent, un peu comme Vorador dans Legacy of Kain. Il a tout du héros mais c'est pas son histoire à lui qu'on raconte et il a l'obligeance de rester dans le fond de la scène. Tout en crevant cependant assez l'écran pour que personne ne s'étonne que ce quasi-étranger fasse partie de l'équipe de combattants choisie pour affronter le boss final. Parce que malgré tout, la façon dont il est mêlé à l'intrigue ne sort pas de nulle part. Il est posé d'emblée avant même d'avoir ouvert la bouche comme un personnage très puissant, un allié de choix. Mais sa puissance ne fera aucune ombre à celle des héros. En fait, elle est la preuve que les héros sont puissants puisqu'un mec comme ça les considère comme ses égaux. Moyennant quoi, il en reste une certaine frustration de voir ce personnage probablement très intéressant, à l'histoire probablement très intéressante aussi, rester en retrait comme ça. Mais mieux vaut ça que le contraire. La Marisu qui s'invite dans une histoire qui avait commencé sans elle et rend tous les autres éléments de l'histoire tellement inutiles qu'il n'y a plus rien à raconter à part le devenir de ce personnage introduit tardivement et avec lequel on n'a pas développé de lien affectif aussi profond que celui qu'on a avec les personnages qu'on suit depuis l'introduction. Ne pas faire d'ombre au personnage de départ donc. Affaire suivante s'il vous plaît. Garistu numéro 6, Akira Toya dans Hikaru no Go. Vous y croyez, vous? Un petit garçon, fils unique d'une riche célébrité élevé dans l'opulence depuis sa plus tendre enfance, ne fréquentant que des adultes en admiration devant lui pour son exceptionnel talent pour le jeu de Go, et qui malgré tout a trouvé le moyen de devenir un petit garçon raisonnable, sage, posé, pas prétentieux pour dessous, raisonnablement conscient de sa valeur, sans la moindre intention d'écraser qui que ce soit avec. Eh bien oui, vous y croyez. Vous y croyez parce que cette perfection est une nécessité scénaristique, un idéal à atteindre pour le sale gosse qui sert de héros à l'histoire. Et se retrouve si fasciné par cette image de perfection qu'il va chercher à s'en rapprocher à tout prix. Vos gueules, les fans de yaoi. Le coup du rival bien sous tout rapport et auprès de qui le héros passe pour un naze, c'est une recette courante dans les shonen. C'est d'ailleurs souvent très énervant, mais pas cette fois. L'effet Sabrina sans doute. Si on regarde bien, on a le sentiment qu'Akira Toya envie Hikaru pour son imperfection qui ne l'empêche pas d'avoir du talent et sa faiblesse qui lui permet de connaître une avancée fulgurante quand Akira Toya stagnait à son niveau de compétence, faute d'une motivation pour progresser. Il gagne cette motivation d'ailleurs en décidant de se perfectionner encore plus, de devenir une Marisu puissance 1000 pour ne pas laisser l'imparfait le rattraper. Oui, mais s'il n'est pas poursuivi, il n'y arrive pas. Il a besoin de l'imperfection d'Hikaru pour peaufiner sa perfection, au même titre qu'Hikaru a besoin de la perfection d'Akira pour prouver que les imparfaits peuvent être aussi badass que les parfaits. D'ailleurs, l'amitié qui s'installe entre eux à la fin est à 100% la vérité fausse numéro 2. Vos gueules, les fans de yaoi. Garistu numéro 5, Ramirez dans Highlander. Je sais, rien à voir avec Sean Connery, mais il se défend quand même le Ramirez de la série animée. Il a de la classe, de la répartie, il est capable de deviner le scénario façon Malo Corrigan, impossible à piéger, impossible à prendre en défaut, et capable de se battre dans le noir en détectant la moindre altération de parfum dans l'air, s'il vous plaît. En fait, c'est un peu comme pour Akira Toya.
L'exagération de sa badassitude, déjà justifiée par le fait qu'il a vécu des siècles, passe parce qu'elle constitue un idéal que le héros de l'histoire va chercher à atteindre. Sauf que, cette fois, la Marisu ne sera pas son rival, mais son professeur. C'est un peu aussi comme pour Rio. Ramirez ne fait pas de l'ombre au héros de l'histoire, pour la simple et bonne raison qu'il ne peut pas devenir héros à la place du héros. Il est lié par un serment qui l'oblige à envoyer le gosse se battre à sa place quand il sera prêt. C'est également un peu comme Sabrina. Le fait que Quentin étouffe d'avoir un professeur aussi écrasant de compétences nous évite d'avoir à le faire nous. Je ne suis pas un enfant, je suis Quentin MacLeod. Oh, bien, c'est déjà mieux. Et un peu comme l'Elric, il vit dans un univers où il faut être un Garistou pour s'en sortir. Aucune comparaison à faire avec Batman? J'y réfléchis depuis 5 minutes, mais non. Quoi qu'il en soit, ce gars est un concentré de tout ce qu'on a déjà cité comme recette à appliquer quand on veut faire un personnage exagérément compétent sans plomber son histoire. Il est rudement bien dosé. Le truc qu'on peut relever dans son cas en particulier, c'est le gamin qui lui donne la réplique. Quentin n'est pas un gamin ignorant et rustre que Ramirez viendrait perfectionner. Il a des compétences, de l'intelligence, de l'empathie, des valeurs, et ce avant que Ramirez entre dans sa vie. Ramirez ne lui adressera jamais aucun compliment pour ses caractéristiques, mais il les a malgré tout, et s'il devient un bon sauveur du monde à la fin, ce ne sera pas uniquement parce qu'il a eu une Marisu pour professeur, c'est aussi parce qu'il était dès le départ la bonne personne. Bref, veillez à ce que les choses ne dépendent pas toutes du personnage badass, ça aide à faire passer. Suivant. Garistou numéro 4, K dans Men in Black, la série animée. C'est exactement le même. Oh bien pire, oh bien pire. Ramirez se contentait d'ignorer superbement les qualités de Quentin et de souligner surtout ses insuffisances. K, lui, fait exactement ce qu'on reproche à une Marisu de faire d'habitude. Il n'arrête pas de répéter au protagoniste que c'est lui la norme et qu'en étant en dessous, le protagoniste est incroyablement anormal. Tu as dû apprendre tes leçons de travers. C'est possible. C'est mis en scène comme un gag et c'est drôle. Très drôle. Bon Dieu que ça fait du bien de rire exprès d'une situation qui nous a énervé tant de fois dans des fictions où c'était pas fait exprès. Une arme étonnante. Les gâteaux fourrés à la crème provoquent chez les Sanderschwartz des troubles du système nerveux. Et maintenant, on va le boire, ce verre? J'ai offert les pâtisseries à toi de payer à boire. Oh. Encore une fois, la blague ne fonctionne que parce que J n'est pas réellement incompétent et que le spectateur a l'occasion de constater plusieurs fois qu'il est objectivement un très bon agent aussi, même s'il est moins expérimenté que son écrasant professeur. Quand K lui fait une remarque sur le caractère anormal de son ignorance, on rit parce qu'on sait que cette ignorance n'est pas anormale. D'ailleurs, à partir de la saison 2, quand J commence à devenir vraiment incompétent, c'est plus drôle du tout. Par contre, le rapport de J au caractère exagérément compétent de K n'est pas le même que celui de Quentin à Ramirez ou tous les personnages du lycée à Sabrina. Il sait qu'il met les pieds dans un univers où il faut être K et il sait que l'objectif est de devenir K. Pour autant, il ne se laisse pas démonter par le fait de ne pas l'être. Il est capable de survivre au fait de ne pas être aussi compétent que K pour le moment, donc sa situation n'a rien de tragique. On peut s'amuser en toute bonne conscience du décalage entre les deux. K, lui, on peut le rapprocher de Batman. S'il est si performant dans son boulot, c'est parce qu'il ne vit que pour ça. Et à côté de toutes ses incroyables compétences, il est nul en relations humaines et peut faire des trucs incroyablement cons. Waouh! C'est des clés! Celle de la LTD? Celle de la salle de bain d'honneur. Serviette chaude, bain parfumé. Je suis très ému. Ça, c'est la saison 2, ça compte pas. Au sujet de l'enquête, félicitations, fiston. Fiston? Bah quoi, tu m'appelles plus J? Je recommencerai à t'appeler J quand tu maîtriseras ton swing. Oui, dans ce style-là. On commence à se répéter pas mal. Il faut dire qu'on en arrive à des personnages qui sont réussis parce qu'ils ont plusieurs des caractéristiques qu'on a déjà relevées comme étant bonnes. Mais il y a un personnage d'un autre genre dont nous n'avons pas encore parlé, mais qui a vraiment sa place dans ce top. Qui ça? Garistou numéro 3, le capitaine Crochet dans Peter Pan et les pirates. Mais qu'est-ce que tu fous? C'est un méchant. C'est pas un méchant, c'est LE méchant. Plus dangereux que le Joker et Luthor réunis. Encore pire. Déjà, il fait 2,50 m de haut. Mais si, regardez-le. Ces hommes ont une taille normale et il est 2 fois plus grand qu'eux. Ensuite, il n'a vraiment peur de rien. Sur le point de mourir, il triomphe, attaqué par un monstre, il lui fait peur rien qu'avec sa badassitude. Arrière, infâme crocodile, ou mille tonnerres par tous les diables, je fais donner gros Tom, le puissant et terrible canon qui fera exploser ta grosse face de pierre. La magie du pays imaginaire n'a pas d'effet sur lui, il ne se laisse démonter par rien. Il est capable de lire le scénario d'avance façon Malo Corrigan, non façon Kane de Legacy of Kane. Il a toujours anticipé ce qui allait se passer avant même que ça se passe, il est impossible de le prendre en défaut. En outre, il a lu tous les livres, étudié tous les sujets, est l'auteur de plusieurs ouvrages, est un virtuose au piano.
Avec une main et un crochet, oui, il faut le faire. Et il est doublé par Pierre Attay. Oh, tonnerre et pipe en bois! Pourquoi, quand je joue Bach, j'entends la water music de Handel? On est loin de Disney ou de Hook. Nous n'avons pas affaire à un névrosé faiblard prisonnier de sa rancune contre un enfant et sa peur d'un crocodile. Il a peur du crocodile, mais c'est parce que le crocodile est réellement très dangereux. Et d'ailleurs, sa façon de réagir à la peur est même badass. Il s'obstine à poursuivre avec passion sa vengeance contre Peter Pan, mais il n'en est pas prisonnier, il choisit délibérément et consciemment de poursuivre cette vengeance. On le menace de finir ses jours au pays imaginaire. Tout ce qu'il en retient, c'est qu'il obtiendra sa revanche comme ça, en rendant triste Peter Pan par sa mort. Il vaudrait mieux que je quitte le pays imaginaire pour grandir après tout. Scorbut et choléra, c'est encore mieux que dans mes rêves les plus fous, pas vrai? Pris la main dans le sac alors qu'il essaye d'empoisonner Wendy pendant qu'il était censé faire une trêve, il récite du Shakespeare. Ce genre de personnage d'ordinaire n'est pas au centre du cadre. Il est mort depuis 22 ans et sert de modèle au personnage actuel, ou alors il n'intervient carrément pas pour préserver l'équilibre du monde. J'aimerais bien dire que ce qui fait que ce personnage marche, c'est le fait d'être le méchant, mais non. Le fait d'être le méchant est un ingrédient de son personnage. Ce n'est pas non plus sa rivalité avec Peter Pan qui fonctionne. On prend toujours plus de plaisir en regardant la série Assure les pérégrinations des pirates pour attraper Peter Pan que celle de Peter pour jouer des tours aux pirates. Non, ce qui marche, c'est que cet homme est un homme accompli, qui pourrait très bien, s'il voulait, Tenter de conquérir le monde. mais à la place a choisi de rester amarré près d'une île dans le ciel pour attraper un gamin qui vole. Et c'est beau, tragique et drôle. J'aimerais bien tirer une conclusion globale pour déterminer ce que nous apprend ce personnage sur la bonne façon de faire un personnage, mais le fait est qu'il est inimitable. C'est juste lui. Garistou numéro 2, Randy Biman. Qui ça? Bah, tu te souviens, le petit bonhomme avec les yeux globuleux dans les Animaniacs? Bah, c'est pas lui. Lui, c'est juste ton copain. Voilà, une fois, Randy Biman s'est réveillé en pleine nuit et il a vu Dracula. Mais il croyait pas que c'était Dracula, il croyait que c'était des vêtements. Alors il a allumé la lumière et c'était vraiment Dracula. C'est qui alors? Un mix entre Chuck Norris et Jean-Yves à qui rien n'arrive. Toutes les fois, Randy Biman devait prendre son bain avec son frère. Et une fois, son petit frère lui a fait pipi dessus dans la baignoire. Alors maintenant, Randy Biman préfère prendre ses douches tout seul. Alors voilà, une fois, Randy Biman a rencontré un type nul. Et Randy Biman lui a dit « Casse-toi ». Alors il s'est cassé et il a fallu le ramasser à la petite cuillère. Il a tout fait, tout vécu, de préférence les trucs les plus bizarroïdes à raconter sur un tombeau de cordes et avec une diction gamine. Randy Biman était en train de manger un sandwich au pâté. Et alors Jason a fait un gros bruit. Et Randy Biman a tellement rigolé que le pâté lui est sorti du nez. Alors voilà, vous savez, une fois le petit frère de Randy Biman mangeait des bonbons qui pétillaient et il buvait de la limonade avec et sa tête a explosé. Alors voilà, une fois, Randy Biman a mangé des cornflakes. Mais c'était pas des cornflakes, c'était la collection de croûtes de son frère. Mais à part ça, c'est qui? Ça, on le saura jamais, mais un type qui a vécu autant de trucs, ça doit se remarquer dans la rue, non? Alors voilà, une fois, vous savez, les grands-parents de Randy Biman, ils sont restés coincés dans un ascenseur et puis ils sont restés si longtemps qu'ils se sont changés en squelette. Si ça se trouve, c'est même toi. Ou toi, qu'est-ce qui te dit que c'est un garçon? Après tout, Randy, ça pourrait être le diminutif de Miranda. Mais mon prénom n'est pas Miranda. Moi non plus. Bon, en tout cas, ce Randy Biman, dont on ne verra jamais le visage, est un défi à tout ce que le téléspectateur peut avoir de crédulité et de conciliation. Alors voilà, une fois la sœur de Randy Biman, voilà une fois elle faisait une grimace affreuse. Et la mère de Randy Biman a dit arrête, sinon ta figure restera comme ça. Et elle y est restée. Une fois, l'oncle de Randy Biman, il s'est mouché tellement fort que son cerveau, il est sorti. Une fois, les parents de Randy Biman ont fait une fête avec plein de choses à manger comme cette sauce pour les chips. Tout le monde y a goûté et a dit que c'était super bon, mais c'était pas de la sauce pour les chips, c'était de la boîte pour chiens. Alors voilà, un jour, la meilleure amie de la mère de Randy Biman, qui s'appelait Linda, voulait être bronzée à tout prix. Alors elle est allée dans un institut de beauté et elle est restée tellement longtemps sous la lampe qu'elle en a fait bouillir ses intestins. Et ben une fois, vous voyez, une fois la maman de Randy Biman a rêvé qu'elle mangeait un gros marshmallow et c'était drôlement bon. Et quand elle s'est réveillée, il n'y avait plus d'oreiller. Elle l'avait mangé. Une fois, tu vois, la tante de Randy Biman était assise sous sa véranda et elle était pieds nus et quelque chose la chatouillait et elle croyait que c'était son chien qui lui léchait les pieds. Mais c'était pas lui, c'était un fou qui adorait faire ça. Il a la famille la plus bizarroïde du monde, il lui arrive les choses les plus absurdes et comble du comble, il est suffisamment ami avec ce gars pour lui raconter tout ce qui lui arrive avec force détail.
Alors voilà, une fois Randy Beeman a fait un voyage avec son père et ils ont pris en stop une dame qui voulait rentrer chez elle, c'était dans le Kansas. Et elle s'est assise à l'arrière et quand ils sont arrivés là où elle voulait aller, ils se sont retournés et elle était plus là. Et le père de Randy Beeman a parlé avec le monsieur qui habitait là, il lui a dit à quoi ressemblait la dame. Et le monsieur a dit « Oh, c'est ma femme, mais elle est morte il y a déjà 4 ans. » Alors voilà, une fois le chat de Randy Beeman a mangé un poisson de l'aquarium, mais ce poisson c'était un piranha et il a vécu à l'intérieur du chat et le chat est devenu un poisson-chat. On pourra sans doute jamais faire plus Marissou que le copain imaginaire. C'est pas des blagues, le père de Randy Beeman, monsieur Beeman qui est malin, lui a dit de manger tout plein de carottes pour bien y voir dans le noir. Et ben Randy Beeman a mangé des carottes tout le temps, il est devenu tout orange. Une fois Randy Beeman a mis du ketchup sur sa chemise et il s'est couché sur la route en faisant semblant qu'il était mort. Et sa maman, madame Beeman, elle a eu si peur qu'elle s'est mise à hurler et lui il a rigolé parce que c'était pour défaut. Après tout, c'est bien le principe de base. Créer un personnage pour être tout ce qu'on n'arrivera jamais à être soi-même, tout en étant ce qu'on est au fond de soi. Et en parlant de compagnons sublimes et inatteignables, Garisto numéro 1... Ferb, 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 ferb et encore ferb. Ah, ferb. Ferb, tu bouges comme Attends, c'est pas fini. Tu sais qu'il a 9 ans et toi... un peu plus. La barbe. Il a 9 ans depuis plus de 4 ans et de toute façon il aime les femmes d'âge mûr. Bref, Ferb. Ferb est drôle. Ferb est compétent. Ferb attire tous les regards. Ferb crève l'écran quand la caméra est sur lui. Et Ferb ne dit jamais un mot. Enfin si, dès que c'est totalement improbable qu'il parle. Tu pourras apprendre quelques tours à Perry? Bah c'est un ornithorynque, hein, il fait pas grand chose. Ce sont les seuls mammifères qui pondent des œufs. Du coup, on ne voit que lui. L'effet est le même qu'avec Kenny dans South Park, qu'on remarque d'autant plus qu'on comprend rien à ce qu'il dit. En fait, c'est limite si Phineas n'est pas juste la narration qui raconte l'histoire de Ferb. Dans la série, du moins, parce que le film, c'est autre chose. Ouais, c'est vrai, et d'ailleurs, c'est un des seuls reproches que j'ai à faire au film. D'avoir oublié ce principe que c'est pas parce que Ferb ne dit rien qu'il est insignifiant. Il est on ne peut plus signifiant. Le premier à le souligner est Phineas lui-même. La plupart de leurs inventions communes portent le nom de Ferb. Et les discours de Phineas trahissent une certaine dépendance du parleur vis-à-vis du muet. Sans qu'il y ait de hiérarchie entre eux, on sent que Phineas ne fait ce qu'il fait que parce que la présence muette de son frère l'y pousse, sans dire un mot. Ferb, c'est plus un homme d'action. Ferb est en fait une recette difficile à rater. C'est son entourage, ici son frère, qui le rend impressionnant. Au même titre que le copain de Randy Beeman rend Randy Beeman impressionnant. Tout ce que Ferb a à faire, c'est de ne rien faire qui contredise l'image que Phineas donne de lui. Un peu comme Pierre Dac dans le sketch du Fakir avec Francis Blanche. Pouvez-vous me dire le numéro du compte en banque de madame? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Il peut le dire, c'est Et en n'étant que dans l'action, il ne prend effectivement pas le risque de le faire. Faire tourner l'humour autour de la génialitude du personnage est une bonne idée en général. En fait, Marissou marche vraiment très bien en tant que gag. Pas mal de séries l'ont compris. Monsieur, votre permis, je vous prie. Voilà, c'était notre top 10 des personnages trop formidables pour être vrais, qui devraient faire échouer leur histoire, mais sont au contraire ceux grâce auxquels elle fonctionne. Il y en a bien d'autres, beaucoup d'autres. On compte sur vous pour les citer en commentaire. Et il n'y en a pas que dans les dessins animés. Quel dommage que Yoko Tsuno et Kane soient hors catégorie. Oui, pour Yoko Tsuno, c'est dommage parce que notre top 10 manque un peu de personnages féminins. Bah, je plaide un peu coupable. Quand on met toute une mise en scène autour du personnage féminin pour montrer que ce qu'il fait est encore plus formidable parce que c'est une fille, et que quand une fille fait quelque chose, c'est encore plus formidable que si c'était un garçon qui le faisait, j'ai tendance à pas mal m'énerver. Et du coup, je suis toujours plus mal disposée envers les Marissou qu'envers les Garistou. Voilà qui explique bien des choses, et surtout pourquoi Ferb est en tête de liste. Quoi qu'il en soit, la Marissou est une recette dangereuse, mais nous avons pu voir qu'elle n'était pas obligatoirement foireuse pour autant. Il faut savoir l'utiliser intelligemment pour créer des dessins animés qui méritent qu'on s'en souvienne.
steps out with another man. And she runs off to them to Japan. And the IRS says they want to chat. And you can't explain why you claimed your cat. And Ma Bell sends you a whopping bill with 18 phone calls to Brazil. And you borrowed money from the mob. And yesterday you lost your job. Well, these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. Throw your hands up in the sky and wave Alors voilà, ça fait peur. Alors une fois, Randy Beeman dormait et il a entendu cratch, cratch, cratch à sa fenêtre. Alors il s'est levé et il n'y avait rien du tout. La nuit d'après, il a entendu cratch, cratch, cratch sur le plancher. Alors il s'est levé et il n'y avait toujours rien du tout. Et la nuit d'après, il a entendu cratch, cratch, cratch sur son lit. Alors il s'est levé et vous savez ce que c'était? Les faux ongles de sa mère qui étaient devenus vivants et qui en voulaient à Randy Beeman. Ah! Voilà, salut.